Dans le film Kingdom of Heaven du réalisateur Ridley Scott, daté de 2005, l'un des personnages les plus marquants est Baudouin IV, roi de Jérusalem, une figure qui au cours de l'intrigue apparaît portant des vêtements qui couvrent entièrement son corps, ainsi qu'un masque de métal qui cache son visage, défiguré par la lèpre. Un film qui cependant diffère sur de nombreux points avec la réalité historique, à commencer par cette apparence que nous venons d'évoquer, car contrairement à ce qui est présenté dans le film, les témoignages d'époque montrent que Baudouin n'a jamais caché sa maladie à quiconque. Dès son accession au trône de Jérusalem, une ville disputée par les chrétiens et les musulmans, il a dû faire face non seulement à cette maladie incurable qui était la lèpre à l'époque, mais également au puissant Saladin, ce qui dénote chez lui une force et une personnalité hors du commun. Dans cette vidéo, nous évoquerons la vie et les nombreux exploits de la très courte vie de Baudouin IV d'Anjou, dit le lépreux, ou bien le roi lépreux, qui régna sur Jérusalem de 1174 à 1185, avant de co-régner à partir de 1183 avec son très jeune neveu, Baudouin V. Nous verrons également comment, durant son règne, il est parvenu à tenir Saladin en échec, là où son propre père Amaury Ier n'était pas parvenu à contrecarrer l'hégémonie du sultan sur la Syrie et l'Égypte réunies, ce dernier ayant réussi à prendre littéralement le royaume en tenaille. Bon visionnage. Fils d'Amaury Ier de Jérusalem et d'Agnès de Courtenay, Baudouin passe sa jeunesse à la cour de son père à Jérusalem et n'a finalement que peu de contact avec sa mère, propriétaire du comté de Jaffa et d'Ascalon, puis dame de Sidon. Le couple est même contraint d'annuler son mariage en 1164 en raison d'un défaut de consanguinité soulevé par l'Église, le tout avec l'aval de nobles hostiles à Agnès. Cependant, Amaury obtient contre toute attente la reconnaissance de la légitimité des enfants nés de cette union, en l'occurrence Baudouin et sa sœur aînée Sibylle, qui sont déclarés au final ses héritiers directs. L'éducation de Baudouin IV est dès lors confiée à un dénommé Guillaume de Tyr, qui deviendra plus tard archevêque de Tyr et chancelier du royaume. C'est justement ce même Guillaume qui remarque pour la première fois que le jeune prince Baudouin ne ressent aucune douleur lorsqu'on lui passe par exemple le bras droit. Il pense d'abord qu'il s'agit d'une forte résistance à la douleur, puis en étudiant de plus près le corps de l'enfant, il découvre que son bras droit ainsi que sa main sont partiellement paralysés. De nombreux médecins sont aussitôt consultés, tant occidentaux que musulmans, mais en vain. Une immersion dans le Jourdain, le fleuve dans lequel Jésus-Christ fut baptisé par Jean le Baptiste, sera même organisée, et là encore sans résultat. Ce n'est qu'à l'âge de la puberté que la lèpre est finalement diagnostiquée et qu'au cours des années qui suivent, l'évolution de la maladie s'accélère de manière impressionnante, dégénérant en la forme lépromateuse la plus dévastatrice, les extrémités et le visage étant les plus touchés. Le roi Amaury mourant au cours de l'année 1174, le jeune Baudouin est couronné roi le 15 juillet à l'âge de 13 ans. Durant ces jeunes années, la régence est confiée d'abord à un certain Milon de Blancy, bien que de manière officieuse, puis à Raymond III de Tripoli, cousin de son père. En 1175, un traité de paix est même signé avec Saladin, sans doute afin de gagner du temps et d'évaluer la progression de la maladie du jeune souverain. Et pour cause, en raison de cette forme grave de lèpre, personne ne s'attend à ce que Baudouin puisse régner bien longtemps, et encore moins qu'il puisse donner un héritier au royaume. En conséquence, les courtisans et les nobles s'efforcent dès lors de gagner la faveur et l'influence des héritiers supposés de Baudouin, notamment sa sœur Sibylle et sa demi-sœur Isabelle. Face à toutes ces intrigues de cour, Sibylle est confiée à sa grande tante Yvette de Jérusalem, abbesse de Saint-Lazare de Béthanie, afin qu'elle s'occupe de son éducation et qu'elle la tienne par la même occasion éloignée de l'agitation du palais, tandis qu'Isabelle, elle, résidera à Naplouse, à la cour de sa mère Marie Comnène.
Au cours des années suivantes, Raymond de Tripoli, sur proposition du roi lui-même, entame des négociations en vue d'un mariage entre la princesse Sibylle et Guillaume de Montferrat, cousin de Louis VII de France et de l'empereur Frédéric Barberousse. Ce choix n'est pas anodin, loin de là. Il est en effet motivé par la possibilité de demander une aide militaire extérieure en cas de besoin. Guillaume arrive donc en Terre Sainte au début du mois d'octobre et à la suite de son mariage, il est nommé comte de Jaffa et d'Ascalon. On espère ainsi qu'il pourra s'occuper du sort du royaume si la maladie de Baudouin s'aggrave et lui succéder en raison des droits acquis grâce à son épouse Sibylle. La régence de Raymond prend fin 2 ans après son couronnement, lorsque le jeune roi atteint sa majorité. À 14 ans à peine, pas encore épuisé par le mal qui l'afflige, Baudouin mène ses premières actions militaires. Il ignore aussitôt le traité de paix stipulé par le régent avec Saladin et fait des incursions sur le territoire de Damas et dans la vallée de la Béka. C'est là justement que les troupes chrétiennes vont pouvoir constater pour la première fois les qualités de chef du jeune souverain. Peu après, Baudouin entame les préparatifs d'une expédition en Égypte. Il faut dire que la pression des Byzantins le pousse sur cette voie, ces derniers exigeant qu'il respecte les accords signés par feu son père Amaury. Des accords qui prévoyaient une alliance entre chrétiens, même de rites différents, contre l'ennemi commun représenté par l'islam. Baudouin envoie en ce sens à Constantinople Renaud de Châtillon, ancien prince d'Antioche, en raison de son mariage avec Constance d'Antioche, cousine d'Amaury Ier. Sa mission consiste à obtenir un soutien naval pour l'invasion de l'Égypte par l'empereur Manuel Comnène. A noter que Renaud venait d'être libéré de la prison d'Alep, où il avait passé près de 16 longues années, libération qu'il devait justement à ce même Manuel qui avait payé sa rançon. Il faut dire que Renaud n'est pas n'importe qui, puisqu'il est tout simplement le beau-père de l'impératrice Marie d'Antioche. De son côté, Baudouin s'assurant de la restauration du patriarcat orthodoxe dans le royaume et facilitant du même coup le mariage de Bohémond III d'Antioche et de sa petite nièce Théodora Comnène, sœur de la reine Marie, devenue veuve. Suite à sa mission, Renaud retourne finalement à Jérusalem au début de l'année 1177 et Baudouin en profite pour le récompenser pour ses services en lui donnant pour épouse Étiennette de Milly, héritant au passage des fiefs de Quérac et de l'Outre-Jourdain. Baudouin souhaite ainsi que Renaud, associé à Guillaume de Montferrat, le propre époux de sa sœur donc, collabore conjointement à la défense de la partie méridionale du royaume. Cependant, coup de théâtre, en juin 1177, Guillaume meurt à Ascalon, après quelques semaines de maladie, laissant Sibylle veuve et enceinte du futur Baudouin V. Événement qui conduisit 2 mois plus tard le cousin du roi Philippe d'Alsace, arrivé à Jérusalem en tant que croisé, a demandé en mariage les sœurs de Baudouin pour le compte de ses vassaux. Une prétention qui s'explique par le fait que Philippe est tout simplement le parent mâle le plus proche du roi du côté paternel. Une prétention qui le pousse très clairement à réclamer la régence à la place de Raymond, ce que la haute cour de Jérusalem lui refuse aussitôt, Baudouin d'Ibelin, un noble croisé du royaume, se permettant même de l'insulter publiquement. Offensé, Philippe quittera le royaume pour se mettre au service de la principauté d'Antioche. A noter que les membres de la famille d'Ibelin, en plus d'être à la tête d'un des partis les plus puissants du royaume, sont à l'époque des alliés de la reine Marie Comnène, alors veuve, et qu'il est tout à fait possible que cette action de Baudouin d'Ibelin ait été planifiée, et ce, dans le secret espoir d'épouser lui-même la princesse Sibylle, à laquelle, selon Ernoul, chroniqueur du XIIe siècle, il était lié par un fort sentiment amoureux. Avec l'abandon du royaume par Philippe d'Alsace, les accords avec les Byzantins tombent à l'eau et l'expédition vers l'Égypte est une fois de plus retardée. Saladin en profite pour partir du Caire avec une imposante armée d'environ 26 000 hommes
vers la forteresse templière de Gaza. Incapable de déléguer le commandement des opérations militaires, Baudouin, âgé de 16 ans et déjà malade, se met à la tête d'une armée de seulement 1400 soldats et s'enferme à Ascalon, attendant patiemment l'ennemi. À Jérusalem, la ville sainte n'étant plus défendue que par une poignée d'hommes, la panique s'installe. Pourtant, Saladin, comme prévu, met bel et bien le siège devant Ascalon, mais apprenant que le royaume est sans défense, il quitte aussitôt les lieux et poursuit sa route vers Ramla. Il prend sans aucun mal, la ville ayant été évacuée et incendiée, puis assiège Mirabel et Lydda. Pensant que la défense du royaume est totalement paralysée, et désormais certain de sa victoire, Saladin disperse ainsi une partie de sa milice dans les régions méridionales du royaume, avec l'ordre de semer la terreur par des incendies et des raids meurtriers. Depuis Ascalon, Baudouin se retrouve bien obligé de se lancer à la poursuite de l'ennemi, et ce malgré une infériorité numérique, puisqu'il ne dispose que d'une armée de 500 chevaliers et de quelques milliers de soldats. Il quitte donc Ascalon, suit une route en arc de cercle pour contourner l'armée de Saladin et le rejoint en un lieu nommé Montgisard, près de Ramla. C'est là donc que le 25 novembre 1177, il prend par surprise Saladin, la bataille qui s'ensuit étant un triomphe pour les chrétiens, qui parviennent à écraser l'armée musulmane et sont à deux doigts d'en finir avec le sultan lui-même, qui réussit pourtant à prendre la fuite à la nuit tombée. Saladin repart alors vers l'Égypte, tout en étant harcelé pendant sa retraite par des bédouins. Il ne réussit à rentrer qu'avec seulement le 10e de son armée et arrive au Caire le 8 décembre 1177, à temps pour démentir la nouvelle de sa mort. Baudouin le suit jusque dans la péninsule du Sinaï, mais est incapable de prendre l'avantage et se voit obligé de retourner à Jérusalem, où il est accueilli en sauveur. Toujours la même année, Baudouin autorise sa belle-mère Marie Comnène à épouser Balian d'Ibelin, le propre frère de Baudouin d'Ibelin, un geste de bonne volonté envers cette famille qui comporte toutefois des risques compte tenu de la puissance et des ambitions de celle-ci. Avec le patronage de Marie, les Ibelins essayèrent ainsi d'intégrer Sibylle et Isabelle dans leur famille afin d'asseoir définitivement leur emprise sur le royaume de Jérusalem. Il faut dire, à leur décharge, que la question complexe de la succession était encore loin d'être résolue. Durant l'année 1179, le roi subit quelques défaites militaires dans le nord. C'est ainsi que le 10 avril de la même année, alors qu'il mène un raid sur Banyas, il est surpris par un neveu de Saladin, Farouk Shah. Pour sauver le roi, le connétable du royaume, Onfroy II de Toron, unanimement respecté à Jérusalem, est grièvement blessé et meurt peu après. Le 10 juin 1179, en réponse à des attaques de cavalerie près de Sidon, Baudouin rassemble une armée avec l'aide de Raymond de Tripoli et du grand maître des Templiers, Eudes de Saint-Amand, et la conduit jusqu'à Marchayoun. L'armée franque intercepte des bandes de pillards avant que Saladin n'arrive avec le gros de ses forces. Baudouin, qui participe à la bataille, se retrouve désarçonné et incapable de remonter à cheval sans aide. Il est obligé de quitter la bataille, porté sur le dos d'un chevalier appartenant à sa garde personnelle. Au final, les Sarrasins parviennent à capturer nombre de hauts dignitaires, dont le grand maître et Baudouin d'Ibelin, ainsi que Hugues de Tibérias, un des beaux-fils de Raymond de Tripoli, qui quant à lui a réussi à regagner Tyr. Pire encore, en août, le château du Gué de Jacob, encore en construction, tombe aux mains de Saladin après un bref siège. La moitié de ses garnisons, composée de Templiers, est massacrée. Cette défaite annule définitivement les avantages acquis sur le champ de bataille de Montgisard. Le dimanche de Pâques 1180, Baudouin IV donne Sibylle en mariage à un certain Guy de Lusignan, le propre frère du connétable Amaury de Lusignan. Selon les historiens de l'époque, ce second mariage de Sibylle aurait été arrangé par Agnès de Courtenay, la mère du roi, dont Amaury semble avoir été l'amant. Il est indéniable que la rumeur relayée par Guillaume de Tyr a prêté plusieurs amants à Agnès.
mais rien ne permet de l'affirmer véritablement. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a souvent réussi dans ses intrigues à placer ses proches et ses favoris. Et ce fut le cas avec Amaury, qui s'il n'était pas son amant, était clairement son favori. Quoi qu'il en soit, le projet de marier Sibylle est effectivement à l'ordre du jour, et si la tentative de mariage avec Hugues III de Bourgogne a échoué, il semble par la suite que Raymond de Tripoli ait tenté de la marier à Baudouin d'Ibelin pour les mêmes raisons politiques. En effet, trouver un époux étranger pour Sibylle était une nécessité vitale pour le royaume, car cela ouvrait la possibilité de recevoir de l'aide de l'étranger. De ce point de vue, Guy de Lusignan apparaît donc comme un beau-frère utile si l'on peut dire, d'autant plus que ses liens avec Philippe II de France, qui n'était alors qu'un enfant, mais également Henri II d'Angleterre, le font apparaître comme un personnage très influent. De plus, de son côté, Sibylle elle-même, écrit Guillaume de Tyr, apparaît comme follement amoureuse de Guy, qui malheureusement ne saura pas faire preuve des qualités que Baudouin attendait de son éventuel successeur. Et pour cause, le choix de Guy de Lusignan comme époux de Sibylle se révélera totalement erroné et aura même des conséquences dévastatrices pour l'avenir du royaume. Mais pour l'heure, Baudouin organise les fiançailles de sa demi-sœur Isabelle, alors âgée de 14 ans, avec Onfroy IV de Tauron, s'acquittant ainsi de la dette d'honneur qu'il avait envers le grand-père d'Onfroy, ce dernier lui ayant sauvé la vie à Bagnas. En outre, Isabelle échappe ainsi au contrôle de sa mère et de la faction d'Ibelin et se retrouve désormais placée sous la tutelle d'Étiennette de Milly, la propre mère du marié et de son mari, Renaud de Châtillon. Guy de Lusignan, de son côté, profitant de son nouveau statut d'époux de la sœur du roi, organise avec l'aide de Renaud de Châtillon, avec lequel il avait déjà établi de bonnes relations, l'attaque méthodique du trafic caravanier entre l'Égypte et Damas. Et avec la reprise des hostilités par Saladin en 1182, Baudouin, désormais aveugle et incapable de marcher, ne peut plus faire autrement que de nommer Guy régent du royaume. Cependant, contre toute attente, la régence de Guy de Lusignan ne durera que peu de temps. En effet, dès l'année 1183, Baudouin, exaspéré par l'inaptitude de son beau-frère, qui met gravement en péril la stabilité du royaume, le démet de sa fonction de régent. Il faut dire que la médiocrité de Lusignan est apparue au grand jour en novembre de cette même année, à l'occasion d'une attaque soudaine de Saladin en personne. Une attaque qui a lieu le jour même du mariage d'Isabelle et d'Onfroy à Kérak, le sultan musulman assiégeant le château avec tous les invités à l'intérieur, y compris Guy. Malgré son état de santé, Baudouin parvient à rassembler suffisamment de forces militaires pour briser le siège, mais Guy de Lusignan refuse au dernier moment d'attaquer Saladin, dont les troupes parviennent à se retirer sans être inquiétées. Baudouin ne peut tolérer cette attitude peu concluante et dépose donc son beau-frère de la régence. Sa colère le conduit même à envisager la possibilité d'une annulation ecclésiastique de son mariage avec sa sœur sur la base de ce qui était déjà arrivé à ses parents 20 ans plus tôt. Tombé en disgrâce auprès du roi, il sera obligé de se retirer à Ascalon avec sa femme Sibylle, la seule finalement à ne pas s'être encore aperçue des médiocres qualités de chef d'État de son époux. Bien que Baudouin ait tenté d'annuler le mariage de Guy et de Sibylle, le couple ayant fait échouer ses tentatives en restant unis autour de leur possession d'Ascalon, le roi ne semble pas pour autant avoir de rancœur envers sa sœur, à tel point qu'il nomme son neveu âgé de 5 ans, Baudouin V, héritier et successeur. Une nomination que tous les grands barons du royaume, y compris les Ibelins, s'empressent d'approuver, sachant qu'en cas de décès de Baudouin IV, la régence reviendrait à Raymond de Tripoli. Et c'est officiellement le 20 novembre 1183 que le fils de Sibylle est nommé co-régent sous le nom de Baudouin V et couronné lors d'une cérémonie solennelle dans l'église du Saint-Sépulcre. Finalement, les revers militaires ainsi que les conflits dynastiques
affaiblirent considérablement Baudouin. Celui-ci mourut à Jérusalem au printemps 1185, quelques mois après la mort de sa mère Agnès à Acre en 1184. Il aura régné près de 11 années, c'est bien plus longtemps que ne le laissait supposer son état de santé et les séquelles liées à la lèpre. Conformément à ses souhaits, c'est Baudouin V qui le succède sur le trône, Raymond de Tripoli assurant la régence. Mais un an plus tard, l'enfant roi meurt à son tour et Sibylle monte sur le trône avec Guy de Lusignan à ses côtés. Un Guy de Lusignan qui sera le principal responsable du désastre d'Athine. Une défaite aux conséquences graves puisqu'elle est bientôt suivie par la capitulation de nombreuses places fortes et par la perte de Jérusalem le 2 octobre 1187, et ce malgré une résistance héroïque, la ville sainte étant défendue par seulement 6000 hommes levés en hâte parmi les habitants et dirigés par Balian d'Ibelin. La débâcle d'Athine aura donc modifié considérablement l'équilibre des forces au détriment des chrétiens. Cependant, cette défaite des croisés, une fois connue en Occident, provoquera un vigoureux sursaut des principaux souverains de la chrétienté, que ce soit l'empereur Frédéric Barberousse, le roi de France Philippe Auguste, ou bien le roi d'Angleterre Richard Cœur de Lion. Des renforts considérables vont dès lors commencer à affluer, la troisième croisade débutant. Mais ceci est une autre histoire qui sera contée une autre fois. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager. Si vous voulez soutenir mon travail en effectuant un don, vous avez à votre disposition la plateforme Tipeee ou bien le bouton Merci situé sur l'ensemble des vidéos. En attendant, on se retrouve très prochainement pour un nouveau documentaire sur Hérodote, la chaîne Histoire, ou bien à tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne.